Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre le SSL. Donc jusqu'à maintenant on a pu voir différents concepts qui étaient extrêmement importants et on les a vus individuellement. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir justement comment ces derniers s'agencent pour établir une connexion sécurisée entre un client et un serveur. Avant toute chose j'aimerais quand même revenir sur un point. Jusqu'à maintenant on a parlé de SSL, c'est-à-dire Secure Socket Layer. Vous vous posez peut-être la question, mais au final, qu'est-ce que le TLS du coup? Parce qu'on parle souvent de TLS/SSL. En fait, le TLS, c'est Transport Layer Security. Et en fait, il faut savoir que, comment vous dire ça? Le SSL n'existe quasiment plus. Si vous voulez, en fait, on avait Netscape. Vous vous souvenez, c'est un très vieux navigateur, une entreprise d'informatique, etc., qui développait justement le SSL parce que tout simplement, il voulait répondre à un besoin à l'époque du e-commerce qui était émergent et les gens n'avaient pas confiance pour faire leurs achats. Et du coup, Netscape s'est dit, on va développer un protocole qui va nous permettre de sécuriser ça. On va pouvoir l'offrir aux banques qui vont pouvoir ensuite sécuriser la connexion pour le transport sécurisé d'informations bancaires. Et ainsi, les gens pourront acheter en ligne en toute confiance. Mais finalement, on a trouvé que c'était d'une très grande utilité. On a voulu standardiser ça. Et au final, c'est l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, qui a repris le bébé et qui a sorti une nouvelle version de SSL avec des fonctionnalités en plus, une sécurisation accrue, etc. Et en réalité, ils l'ont appelé TLS. Vous pouvez toujours utiliser des anciennes versions de SSL, etc. Mais voilà, sachez que désormais, on n'utilise que du TLS, sauf que pour éviter voilà, les confusions, etc., par habitude, on parle de SSL pour parler du TLS, ou alors on fait TLS/SSL. Tout ça pour dire qu'en fait c'est un protocole, les deux sont des protocoles de sécurisation et globalement le TLS vient du SSL, c'est une version un peu plus évoluée et un peu plus travaillée et surtout plus maintenue à jour. Globalement le SSL aujourd'hui il est mort, donc c'est le TLS. Donc là par habitude de langage on appelle toujours ça SSL parce qu'on y a été habitué. Donc revenons un petit peu à nos UI. Donc moi j'ai un client et je souhaite accéder à un site web, par exemple je souhaite accéder à ma banque. Donc moi, ce que je vais dire, bonjour, je veux pouvoir accéder à http://www.mabank.com. Sauf que je vais vouloir établir une connexion sécurisée. Donc je ne vais pas utiliser juste du HTTP, mais comme vous pouvez le voir, du HTTPS. Donc il va tout y avoir un système de routage pour trouver finalement le serveur qui va bien. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire la série Comprendre comment marche Internet. Et donc je vais contacter le serveur et le serveur va me dire coucou, mapbank.com c'est moi et du coup je vois que tu veux communiquer avec du HTTPS, donc c'est-à-dire qu'il va falloir une connexion sécurisée. À partir de là, le client va dire oui, j'ai envie qu'on communique de façon sécurisée, j'ai pas envie qu'on nous épie parce qu'après tout tu es quand même ma banque. Du coup on va dire le serveur va dire effectivement t'as raison, t'as bien raison de pouvoir chiffrer, et du coup il va nous falloir une clé de chiffrement. Ça va être une clé symétrique. Parce que je vous rappelle, une clé symétrique, c'est la clé la plus rapide. Pour pouvoir chiffrer et déchiffrer, l'idée, c'est pas voilà, que le chiffrement et le déchiffrement prennent des plombes, parce que moi, après tout, je suis un utilisateur, j'ai quand même envie que le site de ma banque s'affiche rapidement, sinon je ne suis pas content. On va devoir se mettre d'accord pour une clé qui va nous permettre de chiffrer notre communication. Oui, mais attends, on ne va pas discuter de ça en clair. On va discuter ça de manière chiffrée. Parce que sinon, si je donne la clé de manière en clair, n'importe qui va pouvoir la prendre et va pouvoir déchiffrer ce que l'on va vouloir échanger. Du coup, envoie-moi une clé publique que je te chiffre la clé avec. Donc le serveur va répondre pas de problème, après tout c'est ma clé publique, donc je peux la donner à n'importe qui. Pour transmettre la clé publique, je te donne mon certificat, comme ça en plus tu vas bien pouvoir voir que c'est moi, c'est-à-dire mabanque.com, c'est moi. Voilà, il n'y a pas de. Je n'essaye pas de t'arnaquer. Donc le serveur envoie son certificat au client. Ensuite, donc là, ça va être comme la vidéo sur tout simplement les certificats. Le client, il va essayer de contacter l'autorité de certification via une requête OCSP. Évidemment, l'autorité de certification va également avoir une autorité de certification pour certifier que c'est bien une autorité de certification et on va monter comme ça jusqu'à une autorité de certification racine.
Ensuite, on va avoir une réponse au CSP qui va nous dire, bah écoute, le certificat, il est autorisé, il est certifié, c'est bien la banque, c'est bien le site mabanque.com, c'est bien son serveur là, tu peux lui faire confiance, et surtout son certificat est à jour, sa date de validité est bonne, vas-y, tu peux lui faire confiance. Si par contre, bah malheureusement, on ne trouve pas d'autorité de certification pour nous certifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même faire une vérification sur le certificat. On va dire, bah, est-ce que la clé qui se trouve dans le certificat me permet de décrypter la signature, le H7, enfin le H7, le HH, tout ça, enfin, la signature de notre certificat. Si c'est le cas, vous allez avoir une alerte sur votre navigateur, vous avez déjà peut-être pu avoir ce cas-là. On vous dit, bah, alerte, c'est un certificat auto-signé, c'est-à-dire qu'en fait, bah, le serveur a signé lui-même son certificat, donc il s'assure lui-même que c'est lui. On ne peut pas vraiment garantir sa sécurité. Mais on a quand même une clé, etc. On peut quand même lui faire confiance. On peut continuer si tu le souhaites. Donc là, en règle générale, vous avez une page qui vous dit voulez-vous continuer avec magnifiquement une petite parenthèse en rouge, grillé, clignotant, etc. qui vous dit dangereux. Mais en réalité, ça veut juste dire que le serveur a certifié qu'il était lui-même. Donc c'est vrai que c'est pas la chose la plus digne de confiance, mais voilà, on peut quand même continuer puisqu'on a une clé publique. Ou inversement, bah, si on n'a pas pu avoir décrypté la signature, ça veut dire qu'au final la clé n'est pas bonne. Autrement dit, là, vraiment, votre navigateur va vous dire c'est un piège, it's a trap, et le certificat n'est pas du tout signé, du coup on ne peut pas faire de SSL TLS avec lui, on n'en veut pas, je coupe la connexion, au revoir, et c'est terminé. Donc là, globalement, en fait, vous aurez une erreur comme quoi bah, vous ne pouvez pas établir une connexion en TLS, donc en fait, vous n'allez pas pouvoir vous connecter au site web, tout simplement. Ça, c'est aussi ce qui arrive lorsque vous essayez d'accéder en HTTPS à un site qui n'a pas d'HTTPS. Simplement, il ne va pas pouvoir avoir de clé à vous envoyer, etc. Vous allez dire, bah, il n'y a rien. Du coup, je ne vais pas pouvoir valider un quelconque certificat. Je ne vais pas pouvoir établir de connexion sécurisée. Donc, imaginons que c'est finalement bien placé. Vous avez la clé publique du serveur. Donc maintenant, vous allez générer une clé symétrique. Vous allez générer une clé. Ensuite, tu fais, bah voilà, moi je te propose cette clé, et puis je ne vais pas l'envoyer en clair du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais la chiffrer avec ta clé publique. Donc on va chiffrer avec la clé publique. En règle générale, surtout dans les navigateurs web, on ne va pas demander au client de prouver son identité, sauf effectivement sur des sites sensibles, lors de la partie administration, etc. Donc, à cette phase, toutefois, on peut demander à ce que le serveur peut demander au client, bah, chiffre également avec ta clé privée pour que je puisse certifier que toi, tu es bien celui que tu prétends être. Sauf qu'en règle générale, sur un site web, on se fout complètement de qui est l'utilisateur. Par exemple, si moi je me connecte sur Wikipédia, Wikipédia se fout complètement de vérifier si je suis Yann Bidon. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Wikipédia se fout de savoir si je suis Yann Bidon. Il ne va pas vérifier, il ne va pas me demander une clé privée, une clé publique, il ne va pas me demander de chiffrer, il va me laisser en paix, il va me dire, bah écoute, chiffre juste cette clé avec ma clé publique et je me démerderai avec ma clé privée de mon côté. Donc là, dans la plupart des cas, je sais ce que je vais faire. Je prends la clé, je la chiffre avec la clé publique et je l'envoie au serveur. Le serveur va dire, bah ok, bah, j'ai ma clé privée, je vais donc l'utiliser pour déchiffrer cette fameuse clé. Donc je vais pouvoir déchiffrer cette clé et maintenant je vais pouvoir avoir cette clé symétrique qu'on appelle clé de session. Et c'est finalement avec cette clé que l'on va pouvoir chiffrer nos messages entre le serveur et le client et ainsi établir une connexion sécurisée. L'avantage, c'est que justement, c'est du chiffrage symétrique, avec une clé symétrique, c'est-à-dire qu'on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer, et du coup, c'est extrêmement rapide. Je vous invite à revoir la vidéo sur le cryptage symétrique et asymétrique. Ça vous permet de voir justement les avantages de l'un et de l'autre. Vous allez pouvoir communiquer avec votre serveur, puis au final, bah, vous allez quitter. Donc, soit vous avez coupé la connexion, donc vous fermez, vous barrez du site web, et vous dites bah, salut, je te quitte, à la prochaine fois. Le serveur il va faire quoi avec votre clé?
la clé, il va la jeter, il va la foutre dans la corbeille, il ne va pas la stocker, il s'en moque. Une fois que la connexion est coupée, c'est terminé. Si vous allez vouloir revenir discuter avec lui, il va falloir refaire tout le dialogue que l'on a vu précédemment. Il ne va pas garder en cache voilà, la clé, il ne va pas se souvenir de vous, parce que le pauvre serveur va se souvenir de tous les visiteurs qui viennent le consulter, ça va un peu le saturer niveau espace mémoire et niveau traitement, pour rien au final. Car de toute façon, plus vous utilisez la même clé, plus il y a de chances qu'au final, on arrive à la déduire. Alors que là, bah, si rien ne se fait, vous régénérez des clés différentes à chaque fois, ce sera un peu mieux. Donc voilà, j'espère que vous avez pu voir comment s'agencent les différents concepts que l'on a vus dans les vidéos précédentes pour établir cette fameuse connexion qu'on appelle SSL mais qu'on devrait appeler TLS. Et c'est ainsi comme cela que lorsque vous faites du HTTPS, lorsque vous faites du FTPS, etc., c'est comme cela que ça se passe en tâche de fond. Évidemment, vous ne le voyez pas, mais c'est comme cela que ça se passe. Donc merci, j'espère que vous avez pu voir un petit peu plus clair sur le SSL et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.